Un jour de printemps en 1945, des colonnes de généraux allemands déchus se sont dirigées vers les points de collecte des prisonniers alliés à travers l'Allemagne. Parmi les officiers chargés de les interroger se trouvait Hugh M. Cole, un historien de l'armée des États-Unis, membre de l'état-major de la 3e armée du général George Patton. Cole posa une question simple à ses commandants allemands. Quel armement américain les avait le plus impressionnés pendant la guerre ? Les généraux avaient affronté les tanks Sherman qui faisaient gronder les haies de Normandie. Ils avaient observé, impuissants, les flottes de bombardiers B-17 assombrir les cieux au-dessus de leur ville. Ils avaient été témoins de la puissance dévastatrice de l'artillerie américaine qui semblait disposer d'une munition infinie. Pourtant, leur réponse surprit Cole. L'arme qui les avait le plus impressionnés n'était ni un tank, ni un bombardier, ni un canon. Il s'agissait d'un petit véhicule de reconnaissance, carré et léger, que les soldats américains appelaient simplement le Jeep. À 11 000 km de là, dans un petit bureau d'usine à Toledo, Ohio, un ingénieur indépendant de 56 ans, Karl Probst, avait esquissé le design de ce véhicule en seulement 5 jours. Il n'avait ni équipe de dessinateurs, ni le temps pour des tests élaborés. Il n'avait qu'une échéance que la plupart des experts considéraient impossible à respecter. L'armée des États-Unis avait donné aux fabricants américains 49 jours pour livrer un prototype fonctionnel d'un nouveau véhicule léger de reconnaissance. La plupart des entreprises refusèrent même de soumissionner pour le contrat. Probst releva le défi. Adolf Hitler croyait que les Américains étaient incapables de produire des armes qui rivaliseraient avec l'excellence de l'ingénierie allemande. Probst et les travailleurs qui fabriquèrent les 647 000 Jeeps allaient bientôt lui prouver le contraire de manière catastrophique. L'erreur de jugement des Allemands concernant la capacité industrielle américaine commença des années avant que le premier Jeep ne sorte des chaînes de montage. Tout au long des années 1930, le renseignement militaire allemand compilait des rapports détaillés sur la capacité de production américaine, la qualité de sa main-d'œuvre et le caractère national. Les conclusions étaient remarquablement cohérentes dans chaque évaluation. L'Amérique était une nation de commerçants et de vendeurs, pas de soldats et d'ingénieurs. Ses usines produisaient des réfrigérateurs et des automobiles, pas de l'équipement militaire de précision. Ses travailleurs étaient jugés faibles, indisciplinés et manquaient de la formation technique que possédaient les artisans allemands. Cette analyse semblait confirmée par des faits observables. En 1939, l'armée des États-Unis se classait 17e au monde en termes de force totale, plus petite que celle du Portugal et de la Roumanie. Les dépenses militaires américaines avaient été réduites pendant les années de dépression. Les arsenaux qui produiraient plus tard des armes pour la moitié du monde fabriquaient encore des biens de consommation pour les grands magasins. Lorsque les ingénieurs allemands examinèrent les automobiles américaines, ils les trouvèrent grossières par rapport aux standards nord-européens. Les tolérances étaient larges, les matériaux étaient un bon marché. Les conceptions privilégiaient le bas coût plutôt que la performance. Les ingénieurs automobiles allemands, formés dans les traditions de fabrication de précision des entreprises comme Mercedes-Benz et BMW, regardaient en les voitures américaines et y voyant qu'est la preuve d'une nation qui ne comprenait pas l'excellence véritable de l'ingénierie. Ferdinand Porsche, l'ingénieur autrichien légendaire qui avait conçu des voitures de course et le Volkswagen, incarnait cette attitude de supériorité technique. En 1938, Porsche commença à travailler sur une version militaire de son Volkswagen pour le Reich. Ce véhicule deviendrait le Kübelwagen, le principal véhicule utilitaire léger de l'Allemagne. Tout au long de la guerre, Porsche aborda le projet avec la précision caractéristique de son style. Chaque composant était soigneusement conçu. Le moteur refroidi par air éliminait la vulnérabilité d'un système de refroidissement à eau. Le sous-châssis lisse permettait au véhicule de glisser sur le sable et la neige comme un traîneau. La suspension indépendante offrait une conduite confortable même sur un terrain accidenté. Le Kübelwagen était, à bien des égards, un véhicule d'une conception brillante. Son moteur produisait environ 24 chevaux, mais la voiture pesait seulement 725 kg, la rendant agile et économe en carburant. Les soldats allemands pouvaient soulever et pousser le Kübelwagen lorsqu'il se retrouvait coincé. Le moteur refroidi par air ne risquait pas de geler sur les steppes russes ni de surchauffer dans le désert nord-africain. Porsche avait créé une solution élégante à un problème militaire spécifique, mais lui et ses collègues allemands résolvaient le mauvais problème. Ils optimisaient pour l'excellence technique alors qu'ils auraient dû optimiser pour le volume de production.
Ils construisaient des montres alors qu'ils auraient dû construire des marteaux. L'approche américaine face au même défi ne pouvait pas être plus différente. En juin 1940, alors que la France tombait sous les panzers allemands et que la Grande-Bretagne luttait pour sa survie, l'armée des États-Unis commença à chercher un nouveau véhicule léger de reconnaissance. Les options existantes étaient insuffisantes. Les motos avec sidecar ne pouvaient transporter ni suffisamment d'hommes ni de matériel. Les camions étaient trop lourds et trop visibles. Ce que l'armée avait besoin, c'était quelque chose de totalement nouveau. Un petit véhicule robuste à 4 roues motrices, capable d'aller partout et de faire presque tout. Le 11 juillet 1940, l'armée envoya des spécifications à 135 fabricants automobiles américains. Les exigences semblaient presque impossibles à remplir. Le véhicule devait peser au maximum 590 kg. Il devait transporter une équipe de 3 hommes, plus du matériel. Il devait être équipé de 4 roues motrices pour la conduite hors route. Il devait atteindre des vitesses d'au moins 80 km/h sur route, tout en étant capable de rouler à la vitesse d'un homme à pied hors route. Et les fabricants n'avaient que 11 jours pour soumettre une offre et 49 jours après l'attribution du contrat pour livrer un prototype fonctionnel. Les grandes entreprises automobiles regardèrent ces exigences et refusèrent. General Motors dit non, Ford dit non, Chrysler dit non. Les spécifications étaient trop exigeantes, le délai trop court et les récompenses financières trop incertaines pour que l'un des grands fabricants prenne le risque de voir sa réputation mise en jeu sur un tel projet. Seules 2 petites entreprises répondirent. L'une était Willys Overland, un constructeur automobile en difficulté basé à Toledo, Ohio, qui avait à peine survécu à la dépression. L'autre était la petite American Bantam Car Company, un fabricant minuscule à Butler, en Pennsylvanie, avec un personnel réduit à sa plus simple expression. Bantam était si petite que la plupart des Américains n'en avaient jamais entendu parler. Mais Bantam avait aussi un besoin désespéré de contrats, et la désespoir engendre parfois le courage. Le président de Bantam, Frank Fenn, savait que son entreprise ne pourrait pas concevoir le véhicule seul. Il se tourna vers Karl Probst, un ingénieur automobile indépendant qui avait déjà travaillé pour des sociétés telles que Charmers, Peerless et REO. Probst avait 56 ans, il était diplômé de l'Université d'État de l'Ohio et l'un des ingénieurs automobiles les plus expérimentés des États-Unis. Il était également au chômage et au départ peu intéressé par le projet. La rémunération était minime et le délai impossible. Fenn réussit à convaincre Probst de se rendre à Butler. Lorsque Probst vit les spécifications de l'armée, quelque chose changea dans son attitude. Il comprit que ce n'était pas juste un autre projet commercial. C'était une occasion d'aider son pays à se préparer à une guerre qui semblait de plus en plus inévitable. Probst accepta d'aider pour un paiement total de $200. Le 17 juillet 1940, Probst arriva à l'usine de Bantam et commença son travail. Il avait 5 jours pour finaliser les dessins nécessaires à la soumission de l'offre. En travaillant avec l'ingénieur de Bantam, Harold Christ, et une petite équipe, Probst produisit un ensemble complet de spécifications d'ici le 22 juillet. L'armée examina l'offre à Camp Hollerbird, dans le Maryland, et prit une décision en 30 minutes. Bantam remporta le contrat. Là commença le véritable travail. Probst et Christ avaient 49 jours pour transformer les dessins sur papier en un véhicule fonctionnel. Ils récupérèrent des pièces de voitures existantes dès que possible. Le châssis fut construit de toutes pièces. La carrosserie fut façonnée à la main à partir de tôles métalliques. Chaque composant devait être fabriqué, ajusté et testé. Les hommes travaillèrent sans relâche, dormant par équipe sur le sol de l'usine. Le 23 septembre 1940, Probst et Christ conduisirent personnellement le prototype terminé de Butler à Camp Hollerbird. Ils arrivèrent à 16h30, juste une demi-heure avant l'expiration du délai de 49 jours. Le véhicule pesait plus que les spécifications d'origine ne l'autorisaient, atteignant environ 840 kg au lieu des 590 kg demandés. Mais lorsque les testeurs de l'armée mirent le véhicule à l'épreuve, la petite voiture se comporta de manière spectaculaire. Au cours des semaines suivantes, le prototype parcourut 5800 km lors de tests d'endurance rigoureux. Il grimpa des pentes qui stoppèrent d'autres véhicules. Il traversa des ruisseaux. Il franchit des terrains où un camion se serait retrouvé bloqué. L'armée était impressionnée,
mais se retrouva face à un dilemme. Bantam avait prouvé que le concept fonctionnait, mais l'entreprise était trop petite pour produire des véhicules en quantité suffisante pour les besoins militaires. L'armée prit donc une décision controversée. Elle transféra les plans de Bantam à Willys-Overland et à Ford, revendiquant la propriété gouvernementale des conceptions créées dans le cadre d'un contrat fédéral. Les deux grandes entreprises furent invitées à soumettre leurs propres prototypes. En novembre 1940, 3 versions du nouveau véhicule existaient. Bantam avait construit ses modèles pilotes. Willys-Overland avait produit un prototype appelé le Quad. Ford avait livré sa version, le Pygmy. L'armée commanda 1500 unités pré-production à chaque entreprise pour des tests en conditions réelles. Ce qui ressortirait de ces tests déterminerait l'avenir de la mobilité militaire. Le prototype de Willys avait un avantage décisif. Son moteur était supérieur à tout ce que proposait la concurrence. Le principal ingénieur, Delmar Rouse, surnommé Barney, avait passé des mois à perfectionner un moteur baptisé Go Devil. Il s'agissait d'un moteur à 4 cylindres en ligne refroidie par eau, produisant 60 chevaux à 4000 tours par minute. Ce n'était pas un nouveau modèle. Ruse avait en fait modifié un moteur existant de la ligne automobile Willys, mais ces modifications furent transformantes. Le moteur d'origine pouvait fonctionner environ 22 heures sous charge continue sur un dynamomètre avant de montrer des signes de fatigue. Ruse redésigna presque tout pour prolonger cette endurance de manière spectaculaire. Il ajouta des paliers d'insertion pour plus de durabilité. Il contrebalança le vilebrequin pour réduire les vibrations. Il installa des pistons légers en aluminium. Il créa un système de lubrification sous pression totale. Il redessina les profils du vilebrequin pour de meilleures performances. Lorsqu'il eut terminé, le moteur Godeville pouvait fonctionner continuellement sur un dynamomètre pendant plus de 100 heures. Il produisait plus du double de la puissance du moteur Kübelwagen de Porsche, tout en conservant la robustesse que les conditions de combat exigeaient. En juillet 1941, l'armée prit sa décision. Willys-Overland serait le principal fabricant du nouveau véhicule désigné le MB. Le moteur Godeville de l'entreprise et la conception générale avaient prouvé leur supériorité lors des tests, mais Willys à lui seul ne pouvait pas produire suffisamment de véhicules pour répondre à la demande militaire. Ford fut donc impliqué en tant que second fabricant, construisant des véhicules identiques sous licence. Ford désigna sa version sous le nom de GPW, les lettres signifiant Government 80, base de roue de 80 pouces, et Willys License Design. Le mythe courant selon lequel GPW signifierait General Purpose est en réalité incorrect. Ford investit 4 millions de dollars pour adapter ses installations à la production de Jeep. L'entreprise marqua chaque composant qu'elle fabriquait, des écrous au boulon individuels, avec la lettre F en script pour identifier les pièces produites par Ford. Les véhicules étaient minés par ailleurs identiques afin de garantir l'interchangeabilité totale des pièces sur le terrain. La première GPW de Ford sortit de la chaîne de montage le 2 janvier 1942, moins d'un mois après Pearl Harbor. Les chiffres de production qui suivirent représentèrent l'un des plus grands exploits industriels de l'histoire. Willys-Overland fabriqua environ 360 000 Jeeps dans son usine de Toledo entre novembre 1941 et septembre 1945. Ford produisit environ 277 000 véhicules dans 6 usines. En ajoutant la contribution de Bantam d'environ 2600 unités et divers modèles pré-production, la production totale pendant la guerre atteignit environ 647 000 Jeeps. Au pic de la production, l'usine Willys à Toledo produisait une Jeep toutes les 80 secondes. Les ouvriers construisaient entre 280 et 300 véhicules par jour sur 2 chaînes de montage fonctionnant en continu. Le coût pour l'armée était de 738,74 $ par véhicule. En termes modernes, cela équivaudrait à environ 13 500 $, soit moins que le prix d'une voiture économique de base. L'échelle de production devient encore plus frappante lorsqu'on la compare à celle de l'Allemagne. Le Kübelwagen de Ferdinand Porsche, malgré son élégance technique, n'a jamais été produit en grande quantité. L'Allemagne n'en fabriqua que 50 435 pendant toute la guerre. Les Américains construisirent près de 13 Jeeps pour chaque Kübelwagen que les Allemands pouvaient produire. Ce ratio de 13 à 1 reflétait une différence fondamentale dans la manière dont les deux nations abordaient la guerre industrielle.
l'Allemagne fabriquait des armes comme un horloger fabrique des montres, en accordant une attention minutieuse à chaque détail et en s'engageant dans une recherche de perfection qui retardait souvent la production et compliquait l'entretien. Les États-Unis construisaient des armes comme une usine fabrique des marteaux, avec des pièces standardisées, des conceptions simplifiées et des lignes d'assemblage qui privilégiaient le volume plutôt que l'excellence individuelle. Un tank allemand pouvait être supérieur à un tank américain dans un combat de face à face, mais les Américains pouvaient produire 5 tanks pour chaque tank allemand construit. En fin de compte, Pécresse et le nombre supérieur a finalement submergé l'ingénierie supérieure. Les forces allemandes rencontrèrent les jeeps américaines pour la première fois lors de la campagne d'Afrique du Nord en 1942. Le corps d'armée du maréchal Erwin Rommel combattait les forces britanniques dans le désert, lorsque les troupes américaines commencèrent à arriver en force. Les Allemands remarquèrent rapidement les petits véhicules qui semblaient être partout dans les formations alliées. Les jeeps transportaient des officiers vers des positions avancées. Elles remorquaient des pièces d'artillerie, elles évacuaient des soldats blessés, elles montaient des mitrailleuses et servaient de plateforme de tir mobile. Elles accomplissaient des dizaines de rôles différents que la doctrine allemande attribuait à des véhicules spécialisés. Les soldats allemands qui capturaient des jeeps américaines étaient immédiatement impressionnés par leur capacité. Le système de 4 roues de motrice permettait à la Jeep de traverser des terrains qui auraient piégé le Kübelwagen à 2 roues motrices. Le puissant moteur Godeville pouvait remorquer des charges que le Kübelwagen ne pouvait pas déplacer. La conception simple et robuste était facile à entretenir, même en conditions de terrain. Les troupes allemandes commencèrent à utiliser les Jeeps capturés dès qu'elles pouvaient en acquérir, les classifiant comme phares, ce qui se traduit par véhicule capturé ou véhicule de butin. L'armée allemande maintenait un système formel d'évaluation et de déploiement du matériel ennemi capturé. Les véhicules qui se montraient utiles étaient soit envoyés immédiatement en service de première ligne, soit envoyés en zone arrière pour un examen détaillé par les experts en armement. Les jeeps américaines étaient des acquisitions très prisées. Les soldats allemands croyaient, selon des témoignages, que chaque soldat américain avait une Jeep personnelle car les véhicules semblaient si nombreux dans les formations alliées. C'était une exagération, mais cela reflétait l'impact psychologique de l'abondance industrielle américaine. Des preuves photographiques documentent l'utilisation par les Allemands de Jeeps capturés tout au long de la guerre. Le Musée national de la Seconde Guerre mondiale possède une photographie de propagande allemande datant du 9 juin 1944, juste 3 jours après le débarquement. La légende allemande décrit la capture d'une Jeep d'un planeur allié près de Carentan. Des photographies similaires en Afrique du Nord, en Italie et sur le front de l'Est montrent des soldats allemands opérant des Jeeps américaines qu'ils avaient saisies auprès des forces alliées. La tentative allemande la plus spectaculaire d'exploiter les Jeeps capturés eut lieu lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944. Le colonel SS Otto Skorzeny, qui avait précédemment sauvé Benito Mussolini lors d'un raid commando audacieux, se vit confier une nouvelle mission d'une audace sans précédent. L'opération Griffe, nommée d'après le griffon mythologique, consisterait à infiltrer des soldats allemands derrière les lignes américaines, vêtus d'uniformes américains et conduisant des véhicules américains. Leur mission consistait à semer la confusion, à dérouter les convois, à capturer des ponts et à créer le chaos afin de faciliter la réussite de l'offensive allemande. Skorzeny demanda 100 jeeps capturés pour l'opération. Il demanda également des tanks américains, des camions et suffisamment d'uniformes et de matériel pour équiper une force substantielle. Cette demande révèle à quel point les Allemands désiraient désespérément des véhicules américains. Skorzeny savait que les jeeps étaient les véhicules les plus omniprésents dans les zones arrières américaines. Ces commandos auraient-ils besoin de jeeps pour se fondre dans le trafic normal, mais la Wehrmacht ne pouvait pas fournir ce dont Skorzeny avait besoin. Malgré des recherches fructueuses sur tout le front pour récupérer du matériel américain capturé, les Allemands ne purent fournir que 30 jeeps pour l'opération Griffe. Skorzeny reçut un seul tank Sherman fonctionnel sur les 20 qu'il avait demandé. L'opération fut paralysée avant même de commencer par l'incapacité de l'Allemagne à accumuler suffisamment de matériel américain capturé.
Les jeeps que Skorzeny parvint à obtenir furent affectés à de petites équipes de soldats allemands anglophones, organisées dans une unité appelée Einheit Stellau. Ces hommes avaient été sélectionnés pour leurs compétences linguistiques et avaient suivi un entraînement intensif sur les coutumes américaines, le jargon et les procédures militaires. Environ 150 commandos furent répartis en petites équipes, chacune équipée d'une jeep capturée, d'uniformes américains et de documents d'identité falsifiés. L'opération débuta le 16 décembre 1944, alors que l'offensive allemande frappait violemment les lignes américaines dans la forêt des Ardennes. Les équipes de Skorzeny s'infiltrèrent à travers le chaos du premier passage et commencèrent leur mission de perturbation. Certaines équipes réussirent à dérouter des convois américains. D'autres changèrent les panneaux de signalisation ou propagèrent de fausses rumeurs sur des largages de parachutistes allemands. L'opération généra une immense paranoïa dans les zones arrières américaines, mais les commandos firent des erreurs fatales qui dévoilèrent leur véritable identité. Skorzeny avait chargé 4 hommes dans chaque jeep, ce qui était la pratique standard pour le Kübelwagen allemand. Les équipages américains transportaient généralement 2 ou 3 personnes par jeep. Une fois alertée de l'infiltration, la police militaire américaine commença à arrêter toute jeep portant 4 occupants. D'autres équipes furent capturées en utilisant un vocabulaire britannique, comme pétrole au lieu de gaz, pour désigner l'essence, ou en prétendant appartenir à des unités organisationnelles inexistantes dans la structure militaire américaine. Le 17 décembre, 3 commandos allemands furent capturés près de Iwel, en Belgique. Ils conduisaient une jeep et transportaient des armes et des carnets de paye allemands, bien qu'ils portaient des uniformes américains. Sous interrogation, ils admirent leur mission et fournirent des informations sur l'opération Griffe. Les 3 hommes, le sergent Manfred Perus, le cadet senior Günther Billing et le caporal Wilhelm Schmidt, furent condamnés pour espionnage et exécutés par fusillade le 23 décembre 1944 à Henri-Chapelle. L'opération Griffe échoua finalement à atteindre ses objectifs, mais elle créa une paranoïa extraordinaire parmi les forces américaines. La police militaire établit des points de contrôle dans toutes les zones arrières et interrogea toute personne suspecte. Les gardes posèrent des questions sur le baseball américain, la culture populaire et les capitales des États pour identifier les infiltrés. Même des généraux américains furent parfois arrêtés jusqu'à ce qu'ils prouvent leur identité. Le général Omar Bradley fut arrêté à un point de contrôle et dut répondre à des questions sur l'identité du mari de Betty Grable avant de pouvoir continuer. L'échec de l'opération souligna une vérité cruciale sur la faiblesse industrielle allemande. Skorzeny avait conçu un plan brillant, mais l'Allemagne ne pouvait tout simplement pas fournir le matériel américain capturé nécessaire pour le mettre en œuvre. La demande de la Wehrmacht pour 100 jeeps et la réception de seulement 30 démontra à quel point la production américaine avait submergé la capacité allemande à capturer même du matériel ennemi en quantités utiles. Le contraste entre les approches industrielles américaines et allemandes allait bien au-delà du jeep. En 1944, les États-Unis produisaient environ les 2/3 de tout le matériel militaire allié. Les usines américaines livrèrent 297 000 avions pendant la guerre. Elles construisirent 86 000 tanks. Elles fabriquèrent 193 000 pièces d'artillerie. Elles produisirent 2 millions de camions militaires. L'échelle de production était tout simplement incompréhensible pour les planificateurs allemands qui avaient rejeté les revendications américaines de production comme de la propagande. Le président Franklin Roosevelt avait utilisé l'expression « arsenal de la démocratie » dans un discours radio du 29 décembre 1940. Il déclara que le génie industriel américain serait appelé à mettre ses ressources et ses talents en action contre les puissances de l'Axe. Les analystes du renseignement allemand rejetèrent cela comme un discours politique. Lorsque Roosevelt annonça que les usines américaines produiraient 50 000 avions par an, le commandement allemand considéra cette estimation comme risible. La production d'avions militaires américains en 1939 avait été de moins de 3 000 avions au total. L'idée que cette production puisse augmenter d'un facteur de près de 20 semblait absurde. Les Allemands avaient tort. Les usines américaines non seulement atteignirent les objectifs de Roosevelt, mais les dépassèrent. La production atteignit 96 000 avions en 1944 seulement. La production de cette seule année dépassa la production totale d'avions du Japon pour toute la guerre. Le succès du Jeep sur le terrain égala son succès en production.
Les soldats trouvèrent de nouvelles utilisations pour le véhicule que ses concepteurs n'avaient jamais anticipées. La liste officielle des rôles du Jeep finit par inclure plus de 20 fonctions distinctes. Il servait de véhicule de reconnaissance, d'ambulance, de plateforme de mitrailleuse, de véhicule de commandement, de plateforme pour poser des fils, de wagon de chemin de fer lorsqu'il était équipé de roues à flanc, de plateforme anti-aérienne, de source d'énergie mobile, de tracteurs pour avions sur les ponts des porte-avions, de chasse-neige et de nombreux autres rôles qui surgirent de la créativité des troupes ayant besoin de résoudre des problèmes sur le terrain. En Afrique du Nord, les commandos du Special Air Service britannique transformèrent la Jeep en une plateforme d'attaque dévastatrice. Chaque Jeep SAS était équipé de plusieurs mitrailleuses Vickers-K capables de tirer plus de 1000 balles par minute. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1942, le major David Sterling mena 18 jeeps transportant environ 60 commandos lors d'un raid de 80 km à travers le désert contre l'aérodrome de Tizi Ouzez. Les assaillants roulèrent en 2 colonnes directement à travers l'aérodrome, détruisant ou endommageant 37 avions allemands et italiens en environ 15 minutes. Un soldat SAS perdit la vie pendant l'assaut. 15 des 18 jeeps revinrent saines et sauves. Pendant la campagne d'Afrique du Nord, le SAS détruisit près de 400 avions confirmés au sol en utilisant une force qui ne dépassa jamais 600 hommes. Le RML aurait surnommé Sterling le Phantom Major en respect pour son efficacité. Le jour J, les Jeeps furent parmi les premiers véhicules à débarquer sur les plages de Normandie. Elles débarquèrent depuis des barges de débarquement équipées de kits pour traverser en eau profonde, leur permettant de s'enfoncer dans plusieurs pieds de mer. D'autres arrivèrent derrière les lignes ennemies par le biais de planeurs Waco et Horser. Le général de brigade Theodore Roosevelt Jr., à 56 ans, le plus vieux participant du débarquement et le seul général à débarquer par mer avec la première vague, arriva à Utah Beach dans sa Jeep, surnommée Rough Rider. Roosevelt mourut d'une crise cardiaque 36 jours plus tard, ayant reçu la médaille d'honneur pour son leadership sur la plage. Dans le théâtre Pacifique, un Willis M.B. surnommé Old Faithful devint la première Jeep des Marines sur Guadalcanal, débarquant le 7 août 1942. Le 13 octobre, le véhicule reçut 2 impacts de shrapnel lors des tirs de l'artillerie navale japonaise et fut apparemment décoré de la Purple Heart, probablement le premier véhicule américain à recevoir cette distinction. Old Faithful servit 4 généraux des Marines, accueillit les visites du secrétaire à la marine Frank Knox ainsi que des amiraux Chester Nimitz et William Halsey et parcourut 11 000 km de terrain jungle en 18 mois avant d'être officiellement mis hors service par ordre du corps des Marines le 22 décembre 1943. Les témoignages de ceux qui utilisèrent la Jeep au combat demeurent parmi les plus élogieux jamais rendus à un véhicule militaire. Le général Dwight Eisenhower écrivit dans ses mémoires de 1948, Crusade in Europe, qu'il considérait le bulldozer, la Jeep, le camion de 2,5 tonnes et l'avion C-47 parmi les équipements les plus vitaux pour le succès en Afrique et en Europe. Il nota avec une certaine ironie qu'aucun de ces objets n'avait été conçu principalement pour le combat. Le correspondant de guerre Ernie Pyle, écrivant depuis l'Afrique du Nord le 4 juin 1943, rédigea ce qui devint l'hommage définitif à la Jeep. « Bon Dieu, je ne pense pas que nous pourrions continuer la guerre sans la Jeep. Elle fait tout, elle va partout. Elle est fidèle comme un chien, forte comme un mulet et agile comme une chèvre. Elle transporte constamment 2 fois plus que ce pourquoi elle a été conçue et elle continue d'avancer. » Pyle la qualifia également d'instrument divin de locomotion militaire. Il serait tué le 18 avril 1945 sur l'île d'Eima près d'Okinawa. Pyle voyageait dans une Jeep lorsqu'elle fut prise sous le feu de mitrailleuses japonaises. Il sauta dans un fossé en bord de route pour se protéger, mais lorsqu'il releva la tête pour regarder autour de lui, il fut frappé et tué instantanément. Le dessinateur Bill Molden, qui conduisit sa propre Jeep nommée Ginny sur plus de 10 000 km à travers l'Italie et la France en collectant du matériel pour le journal militaire Stars and Stripes, créa l'une des images les plus iconiques de la guerre. Son dessin montrait un sergent de cavalerie chevronné appuyant son pistolet contre le capot de sa Jeep en panne, se couvrant les yeux avant de délivrer le coup fatal. Il mettait fin à son véhicule comme un cavalier abattrait un cheval avec une jambe brisée.
Cette image saisissait à quel point les soldats américains en étaient venus à aimer profondément leurs Jeeps. Le programme de pré-bail distribua des Jeeps américaines à des alliés du monde entier. Environ 50 000 Jeeps furent expédiés en Union soviétique, accompagnés de plusieurs milliers de variantes amphibies Ford GPA. Les soldats soviétiques les appelèrent Willys, une transcription phonétique du nom de marque Willys. Lorsqu'on leur demandait ce qu'ils pensaient de la Jeep américaine, les conducteurs de l'armée rouge répondaient bien souvent par un seul mot russe, Zamechlo, qui signifie « merveilleux ». Les soviétiques reçurent bien plus que des Jeeps grâce au pré-bail. À la fin de la guerre, environ 33% des véhicules de l'armée rouge avaient été fournis par les États-Unis. Des milliers de lance-roquettes Katusha furent montés sur des châssis de camions américains Studebaker. Lors de la conférence de Téhéran en novembre 1943, Joseph Staline parla de l'importance cruciale des machines américaines pour l'effort de guerre soviétique. Nikita Khrouchtchev écrivit plus tard dans ses mémoires que Staline lui avait confié en privé qu'avec l'aide américaine, l'Union soviétique n'aurait pas gagné la guerre. L'incapacité de l'Allemagne à égaler la production américaine avait des racines profondes dans des différences fondamentales de philosophie industrielle. Les usines allemandes étaient organisées autour d'artisans qualifiés qui prenaient une fierté dans l'ingénierie de précision. Les composants étaient soigneusement usinés selon des tolérances exactes. Les conceptions étaient constamment affinées pour intégrer des améliorations et des innovations. Cette approche produisait des armes techniquement excellentes, mais elle compliquait la production et rendait la maintenance difficile sur le terrain. Les usines américaines étaient organisées autour de chaînes de montage et de pièces interchangeables. Les composants étaient conçus pour être suffisants plutôt que parfaits. Cette approche permettait à des travailleurs peu formés de produire en grande quantité du matériel fiable. Une pièce fabriquée dans l'Ohio s'adaptait parfaitement aux composants fabriqués dans le Michigan et assemblés en Californie. Le système sacrifiait une certaine excellence technique pour des gains massifs en volume de production et en facilité de maintenance sur le terrain. Les armes allemandes souffraient fréquemment de suringénierie qui compliquait la production et l'entretien. Le tank Tiger, conçu par Henschel après avoir défait un prototype rival soumis par Porsche, nécessitait environ 300 000 heures de travail pour être construit. Le Sherman, beaucoup plus simple, pouvait être produit en une fraction du temps. Les tanks allemands pouvaient gagner des engagements individuels, mais les tanks américains pouvaient être remplacés plus vite qu'ils n'étaient détruits. William Knudson, l'ancien président de General Motors qui dirigea la production de guerre américaine, résuma plus tard la victoire alliée avec des termes qui auraient horrifié les stratèges allemands. « Nous avons gagné, dit Knudson, parce que nous avons enseveli l'ennemi sous une avalanche de production comme il n'en avait jamais vu ni rêvé possible. La Jeep était un composant de cette avalanche, mais un composant qui toucha tous les aspects de la guerre. » Karl Probst, l'ingénieur qui avait esquissé le design initial du Jeep en 5 jours frénétiques, reçut peu de reconnaissance pour sa contribution de son vivant. Il continua de travailler comme ingénieur indépendant après la guerre et ne devint jamais riche grâce à son rôle dans la création du Jeep. Probst mourut en 1963, largement inconnu du public qui avait tellement bénéficié de son travail. Delmar Roos, l'ingénieur de Willys Overland, dont le moteur Godeville fut décisif dans le succès du Jeep, poursuivit sa carrière dans l'industrie automobile. Il avait passé une décennie chez Studebaker avant de rejoindre Willys et apporta une grande expérience à la refonte du moteur qui s'avéra cruciale pour gagner le contrat de standardisation. Le moteur Godeville resta en production bien après la guerre et équipa les Jeeps bien dans l'ère civile. L'usine Willys à Toledo, qui avait fabriqué des centaines de milliers de Jeeps, se tourna vers la production civile après la guerre. La première Jeep civile produite en série, désignée CJ2A, sortit de la ligne de production en 1945. Il s'agissait essentiellement d'une Jeep militaire avec des modifications mineures pour un usage en temps de paix. Le véhicule rencontra un succès immédiat auprès des agriculteurs, des éleveurs et des travailleurs ruraux qui avaient besoin de ses capacités robustes. La marque Jeep donna naissance à toute une catégorie de véhicules utilitaires B-Sport qui dominent aujourd'hui les autoroutes américaines. Les hommes et les femmes qui avaient fabriqué ces Jeeps retournèrent à leur vie ordinaire après la guerre. Les soudeurs qui avaient fabriqué les châssis retournèrent aux fermes et aux usines. Les ouvriers de montage qui avaient installé les moteurs retrouvèrent des emplois civils. Les ingénieurs qui avaient résolu des problèmes impossibles dans des délais impossibles se tournèrent vers de nouveaux défis.
La plupart d'entre eux ne parlèrent jamais beaucoup de ce qu'ils avaient fait. Ils considéraient simplement cela comme leur devoir envers un pays en guerre. Lorsque les généraux Wehrmacht se rendirent en 1945 et désignèrent la Jeep comme l'arme américaine qui les avait le plus impressionnés, ils reconnaissaient bien plus que l'excellence d'un seul véhicule. Ils reconnaissaient l'échec de leur propre stratégie globale. Ils croyaient que la précision et la formation allemande l'emporteraient sur la production de masse américaine. Les faits ont prouvé le contraire. L'histoire des officiers allemands examinant des jeeps capturés et les convoitant porte des leçons qui vont bien au-delà de l'histoire militaire. Elle révèle le danger de mesurer le potentiel d'un adversaire en fonction de ses performances passées. Les stratèges allemands regardaient l'Amérique en 1939 et y voyaient une nation mal préparée à la guerre. Ils concluaient que cette nation ne pourrait pas se préparer, que ses usines ne pourraient pas se reconvertir, que ses travailleurs ne pourraient pas s'adapter. Ils prenaient une économie de paix pour des limitations permanentes. La puissance industrielle qui écrasa l'Allemagne nazie provenait des ouvriers de Toledo qui restaient sur le terrain jour et nuit. Elle venait d'ingénieurs comme Karl Probst qui acceptaient des délais impossibles et les respectaient quand même. Elle venait d'entreprises comme Willis, Overland et Ford qui transformaient leurs opérations en quelques semaines pour produire un équipement qu'elles n'avaient jamais fabriqué auparavant. Elle venait de personnes ordinaires qui accomplissaient ce que les experts avaient déclaré impossible. Ernie Pyle avait raison. Nous n'aurions pas pu continuer la guerre sans la Jeep. Elle faisait tout. Elle allait partout. Elle était fidèle comme un chien, forte comme un mulet et agile comme une chèvre. 647 000 fois, les travailleurs américains prouvèrent que la démocratie industrielle pouvait surpasser l'efficacité totalitaire. Cette vérité, incarnée dans une petite voiture de reconnaissance carrée, a aidé à décider du destin du monde.